Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute à la faveur de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons des hommes, une fois n'est pas coutume, pour parler de ce sujet. D'ailleurs, nous avons pour thématique aujourd'hui la mobilisation des hommes contre les violences faites aux femmes ou les violences sexistes. Merci de recevoir nos invités avec nous. Abel Boyi, bonjour. Bonjour. Vous êtes Abel éducateur, vous êtes aussi et surtout le président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Tout à fait. Je l'ai dit à l'envers. Très bien. Merci d'être venu. Vous êtes engagé au plus près sur le terrain des sujets qui concernent les garçons, les filles et bien sûr, quand ils deviennent grands, les hommes et les femmes. Avec nous sur le plateau, Arnaud Gallet. Bonjour. Bonjour. Arnaud. Vous êtes Arnaud, vous êtes le cofondateur et président de Move Enfants. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, bonjour Abdoulaye Kanté. Bonjour. J'ai envie de mettre au garde à vous. Vous êtes policier, Exactement. mais vous êtes aussi et surtout référent police au sein de l'association Jeunesse. Référent police jeunesse au sein de l'association Tous Unis, Tous Uniques. Et puis vous avez à votre actif un ouvrage C'est ça exactement. qui s'intitule Policier, enfant de la République, qui est chez Fayard. Chez Fayard. Voilà, mesdames et messieurs, 52 minutes pour revenir sur ce sujet qui est quand même, on va le dire, plutôt grave. Nous disons souvent que si et seulement si les hommes font partie du problème, on parle des violences faites aux femmes, alors certainement ils peuvent faire partie de la solution. Mais plus sérieusement, messieurs, qu'auriez-vous d'entrée de jeu à faire passer comme message les uns les autres à ceux des hommes qui nous regardent, des hommes qui peut-être sont encore prisonniers du phénomène de la violence parce que, ma foi, la violence finalement, elle prend le dessus même sur ceux qui en sont l'auteur? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il faut arrêter de croire que c'est un combat qui ne concerne que les femmes, justement. Voilà. Et l'autre chose qu'il faut arrêter de dire, je pense que ce sera des choses qu'on aura le temps d'aborder. On voit qu'il y a l'actualité du procès de Mme Pellico, notamment. Il faut arrêter de dire que tous les hommes ne sont pas violents. C'est souvent un petit peu l'argument qui est donné pour étouffer le combat aussi. Le sont-ils tous ou ne le sont pas-ils tous? Évidemment qu'ils ne le sont pas tous, mais je pense qu'on n'est pas assez à être vraiment engagés. Oui. Et moi, je peux le voir pour finir mon propos au niveau des jeunes auprès de qui j'interviens. Dès la jeunesse, il faut commencer, parce que ce qui ressort beaucoup, même dès l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, c'est que les femmes jouent trop au bonhomme, soi-disant. Les femmes parlent beaucoup. Comme si se défendre, c'était un attribut masculin, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de rentrer dans la prévention et de dire qu'en tant qu'hommes, nous devons être vigilants, parce que même si nous nous comportons bien aujourd'hui, nous pouvons basculer du mauvais côté. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Cela peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde si nous manquons de vigilance. Il ne faut pas avoir peur de le dire, je pense. Merci pour cette première introduction. Alors, bien évidemment, on l'entend souvent, il y a aussi de la violence faite aux hommes et nous ne disons pas que non. Ce que nous disons, c'est que nous sommes là dans le cadre de cette journée internationale qui vient ponctuer l'action que peuvent mener les uns et les autres. Et dans ceux qui peuvent mener des actions, vous l'avez si bien dit, Abel Boyi, il ne s'agit pas, mesdames, de confisquer la cause, mais de comprendre que les hommes ont leur rôle à jouer. Arnaud Gallet. Oui, je pense que c'est important. C'est important de rappeler que les chiffres quand même le démontrent. S'il y a vous l'avez dit, s'il y a des hommes qui peuvent être victimes de violences, c'est sans cesse un rapport de domination où la plupart des agresseurs souvent sont des hommes et la plupart des victimes sont des femmes. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'hommes victimes. Moi-même, j'ai été victime, par exemple. Mais je pense qu'inévitablement, ça dit quelque chose de la société. Je rejoins ce qui a été dit préalablement, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de l'éducation qui doit venir nous interroger. Et je pense que toute la limite aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir des actions qui sont menées par des associations de terrain, qui sont menées par des personnes, etc. Sauf qu'on a besoin d'un chantier massif mené aussi et dirigé par l'État, en se disant à un moment donné que s'il faut déconstruire ce rapport femmes-hommes, etc., et même plus largement rapport de domination, parce qu'on l'oublie souvent, et on le voit bien dans les situations de harcèlement, etc., c'est sans cesse en fait des questions de vulnérabilité qui sont menées. Il faut qu'on soit en capacité, au bout d'un moment, de nous montrer le chemin, même si la société civile, c'est pour ça que c'est compliqué, je trouve, ce sujet. En fait, il y a un sujet qui revient dans les mains des gouvernants, inévitablement, on regarde des chiffres, mais il y a aussi un sujet qui relève de la société civile. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons toutes et tous, à notre niveau, notre pierre à l'édifice à mettre pour être en capacité d'avancer. Sinon, c'est trop simple et dans ces cas-là, on est plus dans une dictature qu'autre chose. On doit demander des choses, si j'ose dire, au président, aux ministres, aux députés, etc. Mais ne nous dédouanons pas de ce que nous-mêmes, nous pouvons faire et ça, c'est essentiel. C'est une question de responsabilité bien sûr, individuelle. Exactement. C'est une question de citoyenneté, même, je dirais. De citoyenneté. Abdoulaye Kanté, je ne sais pas si je pose la question à l'homme que vous êtes d'abord, ensuite au policier que vous êtes aussi et au référent police jeunesse que vous êtes par ailleurs. On va commencer par l'homme que vous êtes. Qu'auriez-vous
déjà, en envie de tant faire passer qu'adolescent, comme... je pense qu'effectivement, il y a un changement de logiciel à avoir, notamment quand on voit qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, effectivement, qui est abreuvée de violence. Donc cette violence, elle se désinhibe, en fait, même au cercle familial. Vous savez, ça touche toutes les couches de la société. Certains faisaient part d'une forme de déni, n'en parlaient pas, quand on voit qu'il y a même aussi des personnes qui sont aussi de l'élite, qui ont aussi assujetti à ce genre de choses, qui est les violences intrafamiliales. Mais je voudrais aussi vous parler un petit peu d'un triptyque qui pour moi est essentiel, qui a été même aussi mis en place par l'État. Donc vous avez prévenir, protéger et punir. Ce sont ces trois choses qui sont essentielles qu'il faut effectivement appliquer. Prévenir, bien évidemment, donc les invités l'expliquaient qu'il faut de la prévention. La prévention, ça veut dire éducation. Éduquer dès le plus jeune âge pour expliquer pourquoi ça c'est mal. Parce que vous savez, Amel Bouilly le voit aussi très souvent auprès des jeunes. Je pense que certains jeunes sont désinhibés, ils ne comprennent pas qu'on peut une notion de respect envers une femme. Pour certains jeunes, voient une femme comme une forme de, excusez-moi du terme, chaussette ou quelqu'un pour qui on n'a pas... Et encore, vous êtes gentil. Parce que je suis respectueux. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a cette notion aussi à expliquer. Après, quand on dit protéger, c'est protéger effectivement. Il faut que ce soit la société civile, comme disait Arnaud, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités pour essayer de protéger en amont. Et aussi l'État. Je suis représentant, on va dire, de l'État, et je sais qu'effectivement, il faut qu'on s'en dote les moyens pour pouvoir protéger au mieux ces victimes. Ça, c'est une chose. Et la punition, donc c'est l'aspect justice, il faut effectivement qu'il y ait un sens aussi à la sanction. Qu'il y ait aussi, qu'on évite la réitération des faits. Et ça, c'est un grand problème, en fait, dans notre justice. C'est qu'on a tellement qu'on est submergé par énormément de demandes de pouvoir assister ces victimes, de protéger ces victimes. Du coup, il y a une surcharge au niveau de la justice. Et des fois, certains dossiers, je dis bien certains, je ne dis pas tous quand même, sont peut-être pas traités à la hauteur de ce qu'il faut. Et je pense que là, à ce moment-là, quand je dis de changer de logiciel, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Je pense qu'il y en a quand même, parce que je ne veux pas non plus tout jeter. Je ne veux pas non plus tout essentialiser. Il y a quand même des choses qui ont été faites, on l'expliquera. On l'expliquera. Voilà, mais pour autant, je pense qu'on doit prendre ce chemin-là. Alors, nous cherchons des solutions et je voudrais, si vous êtes d'accord, vous laisser le soin de réfléchir à la question à laquelle vous voudrez bien répondre après cet élément magnéto. Nous allons, puisque nous parlons de violence, parler de paix et entendre ce que nous dit le docteur Denis Mukwege, désormais prix Nobel de la paix. Au moment où il donne cette interview, il ne l'est pas encore, mais que déjà, il pose des actes, on l'appelle au Congo, donc l'homme qui répare les femmes, puisque là, il se trouve qu'il est chirurgien et qu'il peut réparer celles des femmes qui sont victimes de viols comme armes de guerre, hein, en quelque sorte. Alors, la question tout de même était, la violence, finalement, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est plébiscité de manière générale dans la société, de telle sorte que les violences faites aux femmes et toute forme de violence, les violences policières, parfois on en parle aussi, les violences institutionnelles, toutes ces violences-là n'en seraient qu'une déclinaison. On regarde, on écoute le docteur Denis Mukwege et on revient sur le plateau. Que pensez-vous que le monde des hommes puisse comprendre, entendre de la voix de cet homme qui, lui, répare les femmes? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui n'ont jamais commis des violences liées au genre. Ces hommes-là, malheureusement, ils ne s'expriment pas. Et je crois qu'ils sont dangereux. Il faut absolument que les hommes non violents puissent prendre la parole, puissent prendre position. Et je crois que si on a des athlètes, des politiques, des vedettes du cinéma qui peuvent prendre la parole publiquement pour montrer qu'ils sont capables de traiter la femme d'égal à égal et que ça ne diminue rien, au contraire, ça les élève, ça peut être une culture. Voilà, docteur Mukwege, on entendait en fond sonore l'hymne à la femme, Man Stop Man. Nous reviendrons dessus. Mais alors, vos réactions, il nous dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il ne faudrait pas être violent. Simplement, il y a peu de ces hommes-là qui peuvent l'assumer en quelque sorte, dit-il. Mais parce que je ne sais pas si c'est à cause de la société ou à cause peut-être d'une lâcheté des hommes, je dirais un peu des deux. Je suis assez dur sur ce sujet parce que je vois tellement de cas sur le terrain. Pendant trop longtemps, comme je disais en préambule, on a cru que le combat contre les violences faites aux femmes était le combat des femmes. Et que si l'homme se greffait dessus, il était comme une sorte d'apport ou de bonus. Ou d'intrus parfois. Oui, ou d'intrus. Ou perçu comme tel. Alors qu'en réalité, je pense qu'on sera tous d'accord, les sexes ne sont pas faits pour être opposés, mais pour être complémentaires. Et qu'au contraire, les hommes ont toute leur place dans ces combats. Et lorsque l'on s'engage, les femmes attendent des hommes engagés. Ça, sur le terrain, je pense que c'est quelque chose que l'on voit tous. Elles ont besoin de ce soutien. Et on aurait même besoin
d'hommes qui peut-être par le passé ont été violents, qui sont sur un chemin de rédemption, si je peux utiliser cette parole. En tout cas, qui sont mieux placés pour savoir de quoi ils parlent. Qui puissent eux-mêmes interpeller, en fait, pour même expliquer quel a été le mécanisme de leur chute vers le bas. Donc je pense que c'est important qu'il puisse y avoir aussi bien des hommes qui sont pacifistes, qui n'ont jamais été violents, mais aussi des hommes qui ont été violents par le passé, qui puissent accompagner ces femmes qui souffrent. C'est important. Sur ce que disait le docteur Mukwege, le fait que les hommes n'assument pas nécessairement cette posture d'hommes qui n'acceptent pas la violence, c'est compliqué au sein de la communauté masculine de ne pas déployer ses muscles et de ne pas être perçu comme tous les autres. C'est compliqué, oui. Je pense que ça peut l'être, notamment, on le voit bien quand on est jeune. Ça l'est peut-être un peu moins quand on est adulte. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on se transmet. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que Bourdieu appelait l'habitus, c'est-à-dire que c'est culturel, etc. Il y a quelque chose qui a à déconstruire et qui est très compliqué en réalité. Et on le voit bien. Moi, je me permettrais quand même d'ajouter que, oui, il y a cette dimension d'hommes qui ne se positionnent pas et qui devraient beaucoup plus se positionner, à mon sens. Et puis, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Il y a également des femmes qui restent aussi dans cette représentation d'hommes, etc., avec une forme de virilité. Et c'est là que c'est intéressant. C'était ma prochaine question. Oui, mais exactement ça. C'est-à-dire qu'on est bien sur une dimension systémique qui fait, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, que ce n'est pas qu'une question de genre, même si, à un moment donné, on est dans une domination masculine qui est quand même centenaire, voire même millénaire, etc., donc qui dit quand même quelque chose. Et je pense, voilà, il y a des choses qui évoluent exactement, et tu as raison de le dire, mais je pense qu'il faut absolument qu'on soit en capacité de se dire que le sujet, en réalité, il est éminemment politique. S'il est politique, c'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui relève de la citoyenneté et donc d'un positionnement. En réalité, on voit bien que le sujet, là où il est compliqué, c'est qu'il y a aussi très peu de politiques qui vont le porter. Alors certains le font, là on voit bien, il y a un procès, donc c'est facile d'aller faire des photos. Voilà. Après, pour mener des actions et avoir plus de moyens, il y a un peu moins de monde, c'est un peu moins de priorité, comme on dit. Etc., etc. Donc c'est ça en fait le sujet, c'est de se dire qu'évidemment c'est facile de s'émouvoir, par contre être au quotidien, de se dire aussi quels sont les besoins en matière d'éducation, etc. Privilégier notamment l'enfance, la petite enfance, etc. On voit bien, on est très loin, on est, je vais le dire comme ça, à la ramasse en fait sur ces sujets, même si, et mon voisin a raison de le dire, il y a du mieux, il y a un discours qu'on entend quand même de plus en plus, je pense qu'il faut avoir en tête aussi, et beaucoup le disent, quand il y avait quelque chose, par exemple, à l'Assemblée nationale, un colloque, etc., il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y avait quelques députés qui venaient. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de sénatrices, sénateurs, etc., qui se présentent, et c'est tant mieux. Par contre, on voit bien, après, c'est des jeux de politique, etc. Quoi qu'il en soit, bien sûr, pour revenir à votre question première, c'est que les hommes, pour moi, ont leur rôle à jouer, etc., tout en se disant, au bout d'un moment, ne perdons pas de vue ces siècles d'oppression aussi des femmes, et avec des choses qui passaient, le droit à la correction, etc. Il y a peu de temps que le viol conjugal, je dirais, est condamné. Bref, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on ait en tête, sans arriver en disant, voilà, on va changer la... Non. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir être en capacité de faire un peu preuve d'humilité. Moi-même, j'ai été par moment, et d'ailleurs, je l'ai dit, évidemment, j'ai signé une tribune sur le Not All Men, mais malgré tout, sont toutes des femmes, etc. Donc, ça veut dire que ce n'était pas forcément, à mon sens, le bon propos de dire qu'on n'était pas tous des hommes, enfin, que tous les hommes ne sont pas comme ça au moment du procès Pellico, parce que je pense que quand on a 51 accusés qui sont de sexe masculin face à une femme, je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire un peu de dignité, ça ne fait pas trop de mal. Et on voit bien que le problème, tout de suite, c'est qu'il y a une résistance par certains, et les autres se taisent. Et moi, je trouve ça insupportable, et je pense qu'il faut qu'on agisse quand même dans le bon sens. Messieurs, ne vous taisez plus. Lazy vous écoute, @gmail.com. Si vous voulez donc donner votre avis dans ce sujet, vous avez votre pleine place. Votre parole demeure crédible dans l'espace public. C'est tout aussi bien. C'est même un indicateur pour dire combien l'engagement des hommes pourrait faire la différence. Abdoulaye Kanté, cette violence, c'était ma question avant l'élément du docteur Mukwege. Nous disions... La violence est quelque part quand même plébiscitée. Un petit garçon qui revient de l'école en pleurnichant, on m'a fait je ne sais pas quoi à l'école, il se trouvera bien un parent pour lui dire « Et tu t'es laissé faire, retourne-y et montre-lui de quoi tu es capable ». Est-ce qu'on n'est pas là quelque part en train d'encourager cette violence qu'il va intégrer, s'approprier et dont il ne pourra pas se départir peut-être? Comme je l'expliquais en avant-propos, c'est qu'il y a une désinhibition sur la violence en fait. C'est que la violence est devenue tellement banale qu'elle est devenue presque une normalité sur l'inacceptable. Donc en fait, l'inacceptable, vous le trouvez maintenant normal. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la discussion d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le réflexe d'avant, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, je pense que c'était d'abord quand le gamin venait, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, je vais aller voir le principal pour lui dire, tiens, voilà, il y a eu ce problème-là. Maintenant, quand on voit que même des parents eux-mêmes sont dans ce système, on va dire, de violence, c'est-à-dire qu'ils disent,
comme vous l'avez dit juste avant, ben non, mais pourquoi tu l'as pas mis une? Et je vais aller voir quand même ton principal parce que je vais pas être content de ce qu'il m'a dit, bah tiens aussi, je vais aussi le violenter. Donc on est dans ce sort de système-là. Et concernant les violences faites aux femmes, je pense aussi qu'il y a encore un tabou. Il y a encore un tabou aussi envers les hommes parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment de l'intime et qu'on a toujours du mal un peu à dévoiler son intime de manière publique. Ça fait comme un peu une forme de réunion, excusez-moi du terme, d'alcool anonyme, où évidemment, il faut avouer qu'il y a un problème. Et c'est vrai que quand on prend conscience et qu'on essaie de l'expliquer de manière pédagogique, de dire, ben, oui, il y a un problème, il faut l'expliquer, on ne va pas pour autant te juger, mais voilà, il faut quand même dire qu'il y a ce problème de violence. C'est que si effectivement, on en reçoit souvent des victimes où on leur explique, parce que d'avant, je suis dans la police, c'est clair qu'il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années, il y avait ce problème-là, où effectivement, la victime était, on va dire, un peu responsable de ce qui lui arrivait. J'en suis témoin où je peux vous dire que j'ai vu l'évolution, qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience sur ce changement de logiciel qui était évidemment incompréhensible. Effectivement, on prend en compte les victimes. Il y a encore du boulot, hein, parce que je peux vous dire que tout est parfait. La prise en compte des victimes est très importante. C'est-à-dire lui expliquer comment voilà, on va les prendre en charge. Mais l'auteur, en ce qui concerne l'auteur, il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse preuve de responsabilité et qu'il comprenne ce qui s'est passé. Est-ce que nous, en tant que société, en tant que personne qui essaye on va dire, d'expliquer les choses, est-ce que cette personne est capable de comprendre? Évidemment, il y a certaines personnes qui sont un peu perdues parce que ils sont dans cette violence depuis des années. C'est pour ça que, quand je reviens au premier triptyque, c'est prévenir. L'éducation, c'est le plus important. Il faut aussi, à un moment donné, peut-être mettre des mots sur des mots M-A-U-X. Et expliquer déjà dès le plus jeune âge que, effectivement, voilà, effectivement, il y a hommes et femmes, l'égalité, la citoyenneté, mais aussi, surtout, le respect des femmes. Bien. Alors, quand on a dit ça, qu'on a entendu, que l'on entend souvent, ma question demeure, est-il compliqué ou n'est-il pas beaucoup trop compliqué pour un homme que de se départir de tout ce qui fait qu'on le considère comme un homme, un vrai, dit-on socialement, d'une société à une autre? J'entends ce que vous dites, nous émettons depuis la place parisienne, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça est là sur toute la planète. C'est comme si tous les hommes avaient le même père et la même mère, non, Abel? Et bien sûr que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans une société quand même machiste, très viriliste. On prenait les exemples, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis en contact avec beaucoup de footballeuses féminines. Et quand elles témoignent comment elles sont considérées par les footballeurs garçons ou hommes, c'est déjà une violence psychologique en fait, qu'elles doivent affronter tous les jours. Donc bien entendu que c'est difficile parce qu'il y a un problème d'éducation à la base et comme l'a dit Arnaud, il y a cet héritage qui date depuis des siècles où on apprend à l'homme qu'il doit être fort, que c'est lui qui doit protéger la femme, que c'est lui qui doit couvrir la femme. Et même dans certaines sociétés, on apprend à l'homme que s'il gagne moins que la femme, il a loupé sa vie. Enfin voilà, il y a quelque chose, donc il faut déconstruire tout cela et réapprendre, je dirais même l'humilité en fait, l'humilité à l'homme pour qu'il puisse accepter que la femme n'est pas soit un objet de convoitise, soit un objet de compétition, mais que la femme est un élément sur qui il peut s'appuyer comme elle peut s'appuyer sur lui pour réussir cette complémentarité. Qu'auriez-vous à répondre à ces messieurs qui nous regardent et qui disent oui, bon, ces messieurs, c'est des propos de plateau télé, mais en réalité, dans leur vie personnelle, peut-être qu'ils n'ont pas cette même posture. Vous savez bien que beaucoup le pensent. Je pense que moi j'ai vécu en Afrique et tout, donc mes parents sont d'origine malienne, et c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est la femme qui est la reine de la maison. Et quand on dit la reine de la maison, donc je pense que si on vient en Occident, certains peuvent y voir un peu comme ce côté un peu rabaissant, se dire que c'est la femme de ménage, etc. Donc en Afrique, je pense qu'il y a cette culture de dire que quand la femme est à la maison, c'est elle qui dirige, c'est elle qui maîtrise. Et c'est vrai que le mari, il va à l'extérieur, c'est lui qui va chercher l'argent pour justement faire nourrir la famille, etc. Mais quand tu n'es pas là, c'est moi qui dirige la maison. Et c'est ce que souvent, les gens ont tendance à oublier cela. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu cette gêne pour se dire que oui, il y a ce côté viriste qui est propre à l'homme aussi. Que l'homme se dit, mais effectivement, je ne veux pas que voilà, une femme puisse faire ça parce que c'est mon rôle d'homme. Je prends l'exemple de la police, qui pour moi est un très bon exemple parce que je pense au niveau parité, au niveau même, parce qu'on fait le même métier, on est payé le même salaire, et aussi dans certains services, on est dans les mêmes missions. C'est-à-dire que moi, il y a des femmes avec qui je travaille, que j'ai travaillé et je travaille, j'ai aucun problème à aller à l'intervention avec elles parce que je sais très bien qu'elle a les compétences nécessaires pour que ça se passe bien. Il y en a d'autres où je n'irai pas, mais d'autres où j'irai. Et c'est ça qu'en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tu es une femme, ok, c'est bien,
tu as ta féminité, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand tu revêtis l'uniforme de policier, tu es un policier. Voilà, tu es un policier. Je sais que pas une policière. Une policière ou une collègue. Voilà, donc oui, je féminise, pardon, désolé, vous voyez, il y a non, encore... du tout, non, mais... Comme le dit Arnaud, je pense aussi qu'on a encore cette espèce d'héritage qui est donc, là. Donc une femme en tenue devient un homme. Je ne dirais pas un homme, mais quelqu'un d'égal à égal. C'est-à-dire que voilà, même si on n'a peut-être pas la même... On va dire un agent. Un agent, une agente. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez sans distinction, c'est-à-dire de peu importe son sexe, tout ça, etc. Donc l'important. Mais quand on voit, pardonnez-moi, lorsque l'on voit comment dit-on, des policiers, on voit bien qu'il y a moins de femmes que d'hommes et on a l'impression... Non, quand ils sont en patrouille. Quand ils sont en patrouille, on a bien parfois l'impression que la femme va être utile si jamais il y avait dans l'échauffourée une personne de sexe féminin, alors c'est peut-être elle qui irait ça. Je vais pas vous faire une réponse de plateau, je vais être très honnête, c'est la réalité. Effectivement, quand vous avez une patrouille de 3 femmes et qu'effectivement elles doivent intervenir sur une rixe où il n'y a que des hommes, je pense que ça serait très compliqué. Donc effectivement, on essaie d'équilibrer, on va dire, les véhicules ou même les endroits. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'en gros, que les femmes sont moins compétentes que les hommes, mais je pense que face à certains individus ou certaines situations, il faut s'adapter. C'est comme par exemple, quand il faut fouiller une femme, effectivement, s'il y a 3 hommes, on ne va pas la fouiller. Donc effectivement, on va essayer d'équilibrer, d'avoir une femme avec nous. Comme ça, au moins, on sait que face à cette situation, on pourra interagir là-dessus. Mais je pense que oui, effectivement, il y a... l'égalité, pour moi, en fait, est quelque chose de très important. On a encore du boulot, mais on y arrive. Vous avez parlé d'éducation. Si vous êtes d'accord, nous allons ensemble partir loin au Cameroun, à Ezeka précisément. Écoutez ce que nous disent des jeunes à qui on pose la question. Ils arborent ce t-shirt « Man, stop ta violence contre les femmes » et on leur dit donc alors qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça peut être étonnant. On les écoute, donc ceux qui nous disent dans ce premier élément à Ezeka. Elle a besoin peut-être du carburant. Tu donnes le carburant. Son fils veut aller ou sa fille veut aller aux États-Unis. Tu enlèves l'argent, tu fais le billet d'avion. Tu te dis, je suis en train de faire ma part. Demain après-demain, mais elle va t'abandonner. Elle va te croiser quelque part. Elle va t'ignorer. Tu vas dire quoi? Tu vas faire la violence? Tu vas faire exemple? Je dis non. Ça, c'est impossible. Réfléchissons. Je dis, réfléchissons. Il y a un adage dans notre langage vernaculaire qui dit ça va faire que nous, les hommes, on va éviter certaines choses. Moi, je dis, peut-être avant, quand je n'étais pas encore mature, je pouvais encore faire l'erreur de porter main sur la femme. Mais quand j'ai compris que le problème, ce n'est pas la femme, le problème, c'est l'homme. En réalité. Bon, vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. On va écouter les autres aussi. Moi, je suis contre pour ça. Moi, je suis contre pour ça parce que quand il parle au niveau de... Il dit la femme, quand la femme a un bagage intellectuel supérieur à l'homme, ça ne peut pas donner... Moi, je suis contre parce que dans la plupart peut-être des cas que j'ai eu aussi à voir, on a vu dans ce pays ou bien dans ce monde entier des grandes femmes intellectuelles qui ont marié des hommes très pauvres, qui n'ont aucun statut, les pousseurs même. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils vivent bien. Je vais l'aider. Je reviens. Il y a des gens qui veulent prendre la parole. Vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure. Je suis fatigué. Non, c'est d'accord. Ok, donc on va rentrer à la maison, là, si elle ne se comprend pas bien. Tu peux sortir. Une femme avec un gros bagage intellectuel. Mais tu ne peux pas rester. C'est vrai qu'on apprend beaucoup des autres là aussi. Vous n'avez jamais tapé. Moi, je fais les armes à ceux qui l'intérêt après chez les hommes. Pardon, madame. Je sais pas, je tu ne peux pas vivre. Mon frère, je vais t'aider. Je vais sortir. Moi, le soir, mon frère. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas te marier avec ça. Tu ne peux pas. Tu peux la sortir, mais tu ne peux pas vivre. Tu peux même pas te marier avec pas de ce qu'elle attend d'un homme. Quand on demande de sécurité devant la femme, tout est pas que la femme attend d'un homme.
Même si tu es démuni, si une femme a à côté de toi une sécurité, Mais qu'est-ce que les gens... quasi totale, Vous sortez... elle est à l'aise, peu importe son statut. Un test qui sort de son contexte devient peut-être... Vous ne comprenez pas, vous sortez du contexte de ce cas. Je vous dis ceci. Écoute, je vous dis ceci. On parle de violence, faite aux femmes. On parle de violence faite aux femmes. Pourquoi moi je dis, qu'est-ce qui est de la violence? Parce que l'homme n'accepte pas. Après avoir investi, la femme part. Ce n'est pas la violence. Ça, c'est souffle. Les uns et les autres ne sont donc pas d'accord, ce sont des jeunes adultes. Vous l'avez vu, ils ne sont pas tous du même avis. Que cela vous inspire-t-il? Donc un dit la faute c'est l'homme, un autre dit c'est le statut social des femmes qui peut faire que quand il y a ce déséquilibre parce que le sien à la femme est plus élevé que celui de l'homme. Vous acquiesciez tout à l'heure. Moi, ce que je pense, enfin j'acquiesce, je pense que ce que dit ce Magnéto de manière assez jolie finalement, c'est qu'on a besoin de débattre en fait. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont finalement pas si évidentes. Et si on n'a pas de lieu en fait pour s'exprimer, c'est-à-dire d'espace démocratique, en fait il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a une démocratie participative, c'est-à-dire qu'on peut effectivement s'exprimer sur le sujet, faire part aussi de ses interrogations, etc., de manière tout à fait légitime, sans forcément être dans un clivage absolu et ce qu'on peut connaître par moment. Et malheureusement, on voit bien que la société aujourd'hui des réseaux sociaux, etc., fait qu'on clive en fait systématiquement. Or, il y a une richesse en fait à avoir qu'il ne faut pas louper. Et puis, il y a quelque chose qui est essentiel quand même. Il y a une dimension de réparation collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a autant de victimes dans le monde, de femmes victimes, et de victimes en tout genre, victimes de violences sexuelles, etc. Je prends un seul exemple, j'ai ça en tête, parce que nous, on l'a fait avec Move Enfants. En France, on dit qu'il y a plus de 10% de la population française qui a été victime d'inceste. Ok, on rajoute les autres, on va dire qu'on est à peu près entre, on ne sait même plus, 10-15% de personnes victimes de violences sexuelles. En réalité, si on veut passer le cap et comprendre et investir l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un principe de démocratie participative en se disant, faut mettre en débat la question. Si on en est là aujourd'hui, il y a un sujet quand même qu'il ne faut pas évacuer, un sujet qui est éminemment politique, et qui passe aussi par la citoyenneté, qui passe aussi par investir à différents niveaux, y compris à l'Assemblée nationale ailleurs, mais pas seulement, la société civile, et puis un principe de réparation collective. Entendons ce que les victimes ont à nous dire, pour être en capacité de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut changer les choses, mais de manière positive, mais en se disant que c'est un réel savoir expérientiel. Et ce que je trouve intéressant justement dans l'extrait là, c'est ça. C'est de se dire que chacun livre ce qu'il a à dire, et on voit bien avec en plus de la conviction. Limite avec de la violence. Oui, mais je dirais plus que pour moi, c'est pas forcément de la violence, on voit que c'est de la ferveur. Non, c'est une vraie forme d'enthousiasme, de dire c'est un sujet qui est important, parce que bien sûr qu'on est tous choqués quand même par ces situations. On parlait du procès Pellicot, mais on peut parler de drames terribles, je pense à la petite China, etc., et bien d'autres, on s'interroge tous, et le réflexe facile, c'est de se dire, c'est pas moi, c'est chez les autres. Or, c'est souvent effectivement le voisin, etc., Et on voit bien d'ailleurs bien souvent, quasiment 80% des cas, c'est un proche de la famille, voire quelqu'un de la famille. Donc ça veut dire que si nous-mêmes on n'a pas ces espaces-là qui sortent du huis clos familial justement et de se dire on met ça sur l'espace public, mais en l'accompagnant, en se disant justement il faut entendre évidemment qu'on a le droit de ne pas être d'accord aussi, parce que c'est ça je pense le sujet de fond et qu'on montre bien. On a le droit, il faut le dire, de ne pas être d'accord. On a le droit d'argumenter sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, mais il faut, je pense que tous les quatre autour de la table, on a des avis divergents sur différents sujets. Et alors, c'est pas pour autant qu'on a peur de vivre ensemble et de se dire on n'est pas obligé de se taper dessus, concrètement. C'est ça, je pense. Est-ce que vous pourriez pointer du doigt, ou plutôt souligner pour ces messieurs qui nous écoutent, l'avantage qui serait le leur de ne pas avoir recours à la violence? Parce que s'ils n'y voient aucun avantage, ils n'ont aucune raison de se sentir concernés par tout ce qui se dit sur ce plateau. La violence, par exemple, je me permets juste au niveau des enfants, la violence au niveau des enfants, elle n'est pas éducative. Ça serait, je veux dire, c'est tout bête. Moi, l'autre fois, j'ai appris un père de famille qui, son gamin était en train de taper, je sais plus quoi, et il le reprend en lui tirant l'oreille. Forcément, le message qui passe, c'est quoi? C'est ne sois pas violent. Par contre, moi, pour te le dire, je suis violent. On devrait pouvoir le dire autrement que par la violence. Disons que même c'est contre-productif. Si lui-même, en tant que père, il fait usage de la violence sur son fils, alors même qu'il lui demande d'arrêter d'être violent, je veux dire qu'est-ce que son enfant comprend? Je veux dire, il n'a pas besoin d'être sorti d'une fac de psycho, etc. Donc il y a quelque chose qui est une vraie remise en question. Pourquoi? Parce que cette violence, elle est dite ordinaire. C'est-à-dire que très souvent, on a grandi en se disant, on tire l'oreille, voire à minima, voire on met des gifles, des fessées, des machins, différentes choses. Et c'est un schéma. Donc, mais évidemment, il faut qu'on arrête, en fait, dès le début, en fait, dès la racine de la violence. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est en lien avec les violences éducatives ordinaires, qui fait sourire. Vous savez, il y a eu la loi là, sur la fessée, etc., où les gens disent « Ah non, mais c'est
on n'a même plus le droit de mettre une fessée. Bah, tant mieux en fait. L'exemple suédois, par exemple, démontre que c'est une loi qui a été adoptée en 1979 et aujourd'hui, ils ont nettement moins de violences faites aux enfants. Alors, ils ont d'autres problèmes apparemment actuellement, notamment qui arrivent effectivement en Suède, mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a quand même eu des effets, ils ont nettement moins de placements, etc. Il y a différentes choses. C'est un choix de société en fait qui doit être fait. Mais alors justement, un choix de société, mais les sociétés ne sont pas homogènes et peut-être que finalement, vous l'avez si bien dit, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Si, je ne voulais pas vous piéger, hein, vous êtes policier, vous demandez, et la violence policière, alors, quand on dit l'État qui a le monopole de la violence, je ne voudrais même pas en parler. Abel Boilly, comment se frayer un chemin vers des solutions, vers ce temps où chaque homme, chaque garçon entendrait et considérerait ce que disent ces jeunes, parce que vous n'avez pas vu toute la vidéo, mais ce qu'ils portent comme thématique dans Man, Stop ta violence contre les femmes, c'est la violence est la force des hommes faibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, mais je pense que de façon plus globale, et Arnaud et Abdoulaye ont répondu à la question. La première chose que j'aimerais dire juste avant, ce qui est intéressant de voir, c'est la dichotomie de la situation. Ils portent tous le t-shirt Man Stop Man, mais on voit qu'ils n'ont pas compris le sens. Et tout à l'heure, Abdoulaye, vous parliez du sens qu'il faut donner à la prévention et à la sanction. Donc, c'est-à-dire que c'est beau, c'est-à-dire que oui, c'est beau de dire que les hommes doivent s'engager, mais quand on voit le débat et on voit la véhémence, cette véhémence montre, comme vous l'avez dit Arnaud, qu'ils n'ont pas l'habitude de débattre dessus. Et on a l'impression qu'ils peuvent presque se taper dessus parce que ça monte, ça monte, ça monte. Bien sûr. Donc c'est comment créer des espaces de débat où on peut libérer ce que l'on a dans le cœur. Parce que souvent, comme on a été tellement biberonné au discours politique, on pense que toujours les solutions, il faut annoncer des choses grandiloquentes qui coûtent des milliards d'euros. Non, les êtres humains ont besoin de parler. Il faut parler. Ils ont besoin de partager des expériences. Est-ce que les hommes parlent d'ailleurs? Parlons-en. Vraiment. Ça autrement, dépend. en dehors de la politique, du foot et des femmes, mais pour d'autres raisons qu'on ne dira pas ici, On a du mal, parlent-ils véritablement on en est la preuve, est-ce qu'ils extériorisent ce qu'ils ressentent, leur frustration et tout ce qui s'ensuit? Parce que parfois, cette frustration, que dis-je parfois, assurément, est-ce qui accouche de la violence par ailleurs? La frustration a du mal, surtout du côté de l'homme, à pouvoir sortir. La frustration, on va dire, l'homme a déjà du mal à libérer sa parole. Même si, et pourquoi les temps ont donc changé. d'ailleurs? Encore une fois, c'est qu'on revient encore avec cette forme de virilisme qu'on a. Donc on l'a naturellement, c'est de notre ADN. Excusez-moi, quand on regarde un match de foot, ils n'ont pas de mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Ce sont des exemples de virilisme où, par exemple, si la femme doit essayer de porter un meuble et dit non, pousse-toi, je vais faire ça. Donc c'est une forme de virilisme, mais après, ça c'est, on va dire, le quotidien. Mais quand on parle vraiment dans l'intime ou le côté violence, je pense que oui, il y a toujours ce côté où l'homme va d'un côté, on va dire, exploser. Ça va peut-être pas le ressembler, mais il va exploser dans une forme d'expression qui est inacceptable, qui est incompréhensible. Mais quand il va faire usage de ça, parce qu'on sait très bien, en Afrique, on dit qu'il faut toujours faire attention à la bouche d'une femme. Parce que la bouche d'une femme, on va dire que ça peut foudroyer un homme. Et qu'est-ce qu'il a l'homme ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il a l'homme derrière ? C'est que malheureusement... Je compatis. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il a l'homme derrière, c'est qu'il a, on va dire, le physique. Il n'a pas l'intelligence pour pouvoir essayer de répondre avec intelligence ou de peut-être faire... Mais ce qui est important, je vous prends au mot, ce qui est quand même important de comprendre, c'est qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, parce qu'à froid, on réussit à en parler. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va d'abord puiser, même mécaniquement, spontanément dans... Mécaniquement, vous l'avez dit, c'est oui. Mécaniquement, je prends la parole, mais mécaniquement, c'est que c'est une forme d'habitude, je dirais pas d'habitude, mais c'est une construction sociale, une éducation. Oui, il faut qu'il y ait une forme de destruction, déconstruction. Y a-t-il lieu de pouvoir y parvenir, vraiment ? Oui. Quitte à mettre au chômage toutes les associations qui se mobilisent. Non, je pense pas, parce qu'il faut qu'on prenne le chemin. Parce que c'est en fait une prise de conscience qui est faite depuis quelques années où on se dit que maintenant, stop. Quand on voit que même dans les sociétés où effectivement il y avait cette forme d'habitude de violence faite aux femmes, c'est-à-dire que ça faisait partie des mœurs, on voit que ça commence à changer. Même dans certains pays qui étaient très rigoristes, très, on va dire, où la condition de la femme est, on va dire, est assez rabaissante, on voit que maintenant la femme prend pleinement sa place dans la société. Et pourtant, quand on revient 20, 30 ans en arrière,
la femme était vraiment mise de côté. Et on sent que la place de la femme dans la société maintenant, elle est très effective parce qu'il y a un changement de logiciel qui est en train d'opérer. Ça prend du temps, mais on voit que c'est en train d'avancer. Nous allons partir au Maroc écouter Ahmed Gayat, qui est un militant culturel, il y a quelques années déjà, 2020, après le Covid, qui nous parlait de sa perception de ce combat contre les violences. Man, stop la violence faite aux femmes. Parce qu'en fait, tout coup porté à une femme est un coup porté à notre humanité. Alors man, stop man. Voilà ce qu'il nous dit et on va en écouter un autre, c'est Anas Doukali qui est ancien ministre de la Santé au Maroc qui lui aussi a son regard et son appel en l'endroit des hommes. Man, stop ta violence faite aux femmes. Chaque année, 15% de femmes sont violentées dans mon pays, dont 20% subissent des violences physiques. Ta violence a un coût social et des conséquences qui peuvent être graves sur les victimes, leurs enfants et sur toute la société. Alors man, stop man. Retour plateau donc après ces appels. Pensez-vous qu'en multipliant autant d'appels, peut-être le message va vraiment passer ou on l'entend et après on retourne dans ces turpitudes quotidiennes ? Je pense que les appels, ils sont importants, inévitablement. Ça permet quand même de passer un message, et passer un message, c'est une forme de politique. Après, inexorablement, on est bien d'accord que derrière tous ces messages qu'il peut y avoir derrière l'écran, etc., il faut des actions sur le terrain qui sont menées par différentes personnes, que ce soit effectivement donc des éducateurs, des éducatrices, des associations. Bref, il faut aussi évidemment pas se leurrer. Le combat, il est politique avec un message qui est important à faire passer. Et il doit se traduire au bout d'un moment par des moyens considérables, parce que comme il est dit à juste titre, aujourd'hui, ça a un coût. Hein. Moi, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ce qu'on a appelé le coût du déni, c'est-à-dire le fait que l'État, finalement, ne prenne pas suffisamment en considération ce mécanisme des violences sexuelles faites aux enfants. Aujourd'hui, ça coûte 9,7 milliards à l'État français. Donc au moment où on recherche des économies, finalement, on est d'accord que ces 9,7 milliards, on pourrait l'utiliser autrement, uniquement en ayant une parole politique et surtout des actions cohérentes au regard de ce discours politique. Or aujourd'hui, ce qui manque, c'est quoi ? C'est que, encore une fois, prendre des photos, dire les violences, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est facile. Qui irait dire sur un plateau, par exemple, les violences, c'est bien ? Non, mais je veux dire, concrètement, il faut qu'on arrête avec ça. Oui. Donc ça veut dire que derrière, il faut que ce soit suivi de moyens, il faut avoir une évaluation des politiques publiques, etc., ce qu'on n'a pas. Mais est-ce que tout ce que vous énoncez, c'est ce qui va rentrer dans la vie privée de monsieur Untel pour faire changer sa posture, sa perception, son éducation, sa spontanéité ? Mais bien sûr, parce que justement... Parce qu'il va peut-être le percevoir lui, comme une violence institutionnelle, ce monsieur-là. Tout dépend comment c'est fait, mais vous voyez... Si on n'a plus le droit de mettre une claque à sa femme, va-t-il penser, où va-t-on ? Mais oui, mais tout dépend de la manière dont les choses sont faites. C'est-à-dire que si on arrive justement à accompagner justement l'ensemble, si on met des moyens, si les enseignants sont par exemple formés, s'il y a suffisamment de policières et de policiers formés, etc., enfin bref, différentes choses, on se rend compte que les choses, que ça peut changer. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Abdoulaye. Si on prend l'exemple de la police, par exemple, de la gendarmerie nationale, il y a des choses qui ont évolué, peut-être pas suffisamment, parce qu'on sait bien qu'il y a des moyens conséquents et qu'on est exigeant inévitablement des forces de l'ordre. C'est une évidence, parce que c'est vers eux qu'on va quand on a un litige. Donc inévitablement, on s'attend à être bien reçu, accompagné, etc. quand on se dit victime de quelque chose. S'il n'y a pas suffisamment de moyens en la matière, est-ce qu'on peut reprocher directement à la police de ne pas faire directement son travail en se disant mais quand même c'est un individu avant tout, etc. Je pense qu'il y a des choses qui relèvent au bout d'un moment d'une cohérence entre un discours politique et la manière dont les politiques publiques sont menées sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et je pense que c'est là que le bas blesse aujourd'hui. Donc oui, je suis d'accord, c'est bien, ces spots, etc., c'est parfait, c'est très bien, ça fait partie des préconisations qui peuvent être faites, que ce soit par la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, etc., mais en réalité, ça s'accompagne et d'une manière pensée différente et surtout d'un tas de préconisations qui sont à appliquer pour qu'il y ait réellement du changement. Vous allez devoir nous quitter, ce sera pendant 2 magnétos qui vont se suivre, ce sont ceux de Boris et Marius, mais avant cela, avant de vous laisser partir Arnaud, un mot justement sur le mouvement enfant, quelque chose que vous voulez faire passer, qui soit en résonance avec le sujet des violences. Move Enfant, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance. Moi-même, j'ai été victime d'un double inceste et j'ai été victime par un prêtre pédocriminel. Et on s'allie avec justement des alliés. Et on se dit,
qu'un autre monde est possible et donc qu'on lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants en partant d'un principe simple, c'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis anthropologue de formation, d'autres ont d'autres statuts dans la société, comme on dit, et on se dit que finalement les victimes sont partout. Je rappelle qu'il y a plus de 10% de la population française, par exemple, victime d'inceste. Bref, il y a tellement de violence dans laquelle on vit, il s'agit au bout d'un moment d'en faire un vrai sujet politique. Et ça peut changer aussi au niveau international. Je salue, par exemple, je vais le dire ici, moi j'ai été moi-même démarché par la diaspora, par exemple, par des associations, par exemple, de la diaspora malienne, etc., pour intervenir sur ces questions-là, parce qu'il y a un gros travail qui est fait, un beau travail qui est fait de ce côté-là. Et on a tout intérêt, en fait, à s'unir et pour se dire que cette lutte, elle est internationale. Et c'est pour ça que c'est important, là ça tombe effectivement sur la question du 25 novembre, c'est bien le 25 novembre, une journée internationale d'éradication des violences faites aux femmes. Et moi, je pense qu'il faut être ambitieux en la matière. On a tous notre rôle à jouer. C'est exactement ce qu'on fait au niveau de nos enfants. On part des enfants pour aller vers les adultes. Et on sait que les adultes deviennent grands. La preuve, j'en suis la preuve. Et qu'il y a surtout, et je finirai peut-être sur ce message-là, un espoir, je dirais, d'un avenir possible, d'une vie possible après avoir vécu des violences. Et il y a surtout un espoir de se dire qu'on peut éradiquer. Et sinon, voilà, la politique, c'est fait pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse remporter des victoires. Et ces victoires, qu'elles soient en France ou ailleurs, elles existent, j'allais dire même en France et ailleurs, parce qu'il faut être unis. Et c'est souvent d'ailleurs l'ailleurs. Je me permets de le dire de cette manière-là en tant qu'anthropologue. Il y a souvent eu, vous savez, un rapport nord-sud. On se disait, c'est les pays du Nord qui apportent aux pays au voie de développement qui étaient souvent dans le Sud. Et de plus en plus aujourd'hui, on se dit qu'il y a un apport Sud-Nord. C'est-à-dire que tout ce qui a été injecté évidemment par les ONG et autres, machin, etc., qui a été mouliné, etc., c'est des choses qui peuvent nous... moi, je pense qu'il faut que maintenant, on pense ensemble universaliste et qu'on arrête aussi, et je pense que c'est important de le dire ici, une forme de discrimination, un rapport de domination qui a souvent eu, on va dire, entre l'homme blanc, tout le monde, ce qu'on pouvait incarner, etc., voilà, dans toutes ces représentations, et le reste du monde avec ce qu'on a pu vivre. Et il s'agit d'ouvrir en 2024 et 2025 une autre page. Et si on veut être moins violent, on voit bien que la société occidentale fait preuve d'énormément de violence, même si on regarde du coin de l'œil bien souvent les autres en se disant ils sont beaucoup plus violents que nous. Je pense qu'on a beaucoup à voir. On a beaucoup à apprendre. Merci Arnaud Gallet. Alors, on va mettre un maillot pour que vous puissiez partir tranquillement. Je voudrais résumer vos propos et donner notre point de vue là-dessus. Un peu comme si dans ce rapport Nord-Sud, c'était un peu le schéma du rapport homme-femme. Qui est l'un, qui est l'autre. Voilà une grande question. En vous écoutant dans ce qui se disait, déjà c'était pendant le Covid, d'où les masques et de Boris et de Marius qui répondent, qui donnent leur point de vue sur cette question de violence faite aux femmes. On regarde. Merci Arnaud. Revenez souvent. Merci, au plaisir. Man Stop Man, frapper sa femme est un acte ignoble et d'une profonde lâcheté. Il faut que ça cesse. Tout le monde, dans la mesure de ses possibilités, doit faire en sorte que ça cesse. On n'arrête pas en ce moment dans les médias de relater qu'en France, il y a 150 femmes minimum par an qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et pour une femme qui meurt, combien sont victimes de violences? Sans doute des centaines, des milliers. C'est insupportable. On va écouter le deuxième, c'est Marius qui nous parlait. Il y a des statistiques et comme on dit, l'homme de la rue est un homme avant toute chose et a un avis avisé que nous voulons avec plaisir continuer à écouter. Man Stop Man, je pense qu'il faudrait cesser les violences d'hommes envers les femmes pour beaucoup de raisons, mais surtout pour, dans un premier temps, éviter de faire souffrir des gens. Et comment on pourrait le faire? Donc, selon moi, il y a deux grandes possibilités. Soit la personne qui fait ces violences, qui commet ces violences, arrive à se rendre compte qu'il n'est pas dans un cadre normal dans ce qu'il fait. Ou sinon, la justice pourra très bien s'en occuper et amener le support qu'il faut aux femmes qui sont dans ce cas-là. Alors, il serait peut-être temps de se remettre en question à un moment et arrêter les conneries. La protection des humains en général, et pour éviter de faire souffrir des gens. Voilà, c'était donc cette campagne dans le cadre de la Semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était, je le rappelais, en 2020-21, donc confinement et tout ce qui s'en suivait, les masques à l'appui. Est-ce que, j'aime assez cette image de l'homme muselé, une fois n'est pas coutume. Quelque part, n'est-ce pas, vous qui travaillez au plus près des populations, n'est-ce pas un peu, beaucoup, la situation de certaines femmes, n'est-ce pas ce qui vous remonte? Effectivement, déjà... Il y a un double muselage, paradoxalement. Oui. L'homme est muselé, comme on a dit, par la culture, par le machisme, par le virilisme, et la femme peut se retrouver muselée par l'homme. Mais la fille peut se retrouver par celui qui est censé être le premier amour de sa vie, c'est-à-dire par le père.
ou alors par l'oncle, ou par le grand frère, ou par le cousin. Et on le voit avec des témoignages que j'ai dès très jeune, des fois pour des questions culturelles, des fois pour des questions de machisme, où les filles ont moins de droits que leurs frères, des fois dans le même socle familial. Mais les hommes de la famille ne voient pas ça comme quelque chose de dangereux. Il y a un débat que j'ai souvent avec les jeunes où des jeunes qui ont, allez, on va dire, entre 16 et 25 ans aiment dire la phrase suivante lorsqu'on parle des relations homme-femme. Moi, ma sœur, je veux qu'elle reste vierge jusqu'au mariage, sinon je la frappe, sinon je la cloisonne à la maison. Et moi, je leur dis toujours, vous voulez que votre sœur reste vierge jusqu'au mariage, mais vous, ça ne vous dérange pas de toucher les sœurs des autres. Donc, si vous voulez que votre sœur reste vierge jusqu'au mariage, vous-même restez vierge jusqu'à votre mariage pour lui montrer l'exemple. Et là, forcément, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a ce muselage, en fait, qui est assez délicat. Et le fait, à chaque fois, mais on le voit au travers les magnétos, qu'en tant qu'homme, on ait souvent cette phrase « il est temps que ». Il faut que, ça veut dire que les choses ont commencé, mais on est encore loin du compte quelque part. On a compris que ça ne devrait plus être comme ça, mais on n'a pas encore réussi à rentrer proche et si loin à la fois. Oui. Donc c'est assez délicat, mais il faut continuer malgré tout. Abdoulaye Kanté, alors sur tout ce qui se dit, que ce soit l'homme de la rue, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes au plus près du sujet de par leurs spécialités respectives, les politiques et tout ce qui s'ensuit, le fait est que depuis que nous avons commencé à disserter, discourir sur ce sujet, combien de femmes ont subi des violences depuis le début de cette émission, combien d'hommes n'ont pas pu contenir leur violence et combien d'hommes, lorsque nous allons bientôt finir, n'auront pas considéré qu'on a apporté quoi que ce soit qui leur fasse changer de posture. Justement, comme vous disiez qu'on est en train de disserter, etc. Donc évidemment sur les politiques, sur évidemment Yaka Faucon et tout ça, mais moi je veux parler aussi des moyens qui sont mis en place, des dispositifs qui sont mis en place justement pour protéger les femmes qui sont victimes de ces violences-là. Je parlais plutôt du côté opérationnel, on va dire police. Des dispositifs ont été mis en place comme des bracelets anti-rapprochement, donc notamment par rapport à la justice aussi, où ça se téléphone pour pouvoir alerter rapidement si voilà, un homme se rapproche d'un domicile alors qu'il n'a pas le droit de se rapprocher. Mais aussi au niveau des plaintes, c'est-à-dire des plaintes. Parce que justement, il y a toujours cette problématique où la femme a encore cette difficulté à se rendre au commissariat du fait déjà d'une de son statut de victimation. Sa victimation, c'est-à-dire qu'elle déjà elle est victime, donc elle n'a pas forcément toute sa tête. Et que, évidemment, à l'époque, quand vous vous présentez en tant que femme battue et que vous arrivez dans un commissariat, donc les propos pouvaient être incohérents, donc difficile pour celui qui doit prendre votre plainte de la prendre correctement. Les formations ont été mises en place de manière intensive, voire obligatoire, au sein même de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Donc, c'est-à-dire que sur le recueil des plaintes des victimes, l'accueil des victimes, des femmes victimes de violences, mais aussi, notamment, la possibilité que quand une femme se présente au commissariat, le système de discrétion. Parce que vous savez, quand vous arriviez dans un commissariat, vous arrivez comme dans un hall où il y a déjà 2 personnes qui attendent et qui n'ont pas forcément... On va dire, la femme qui vient en tant que victime n'a pas forcément envie de dire ce qui lui est arrivé. Le sentiment de honte, le sentiment de se sentir vraiment, excusez-moi du terme, sale, etc. Donc, il n'y a pas besoin que d'autres personnes l'entendent. Il y a justement des endroits qui ont été mis en place dans des commissariats, le système de couleurs. C'est-à-dire que vous avez, en fonction de ce qui vous est arrivé, de vous diriger vers ce code couleur, et là, on prendra en compte votre problème. C'est-à-dire, mais de manière discrète. Comme ça, au moins... Comme ça, on n'a pas besoin de l'exprimer. On n'a pas besoin d'exprimer. Le système aussi de plainte en ligne. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous déplacer, vous pouvez déjà prévenir déjà via votre smartphone. Ce sont des moyens qui ont été développés. Et prendre rendez-vous justement avec un officier de police pour pouvoir recueillir votre plainte. Donc, toutes ces choses, en fait, qui sont mises en place, justement, je parle du côté de la responsabilité de l'État, côté police. Oui, parce que la police, l'État met en place un dispositif, mais les agents sont des hommes, des femmes, et parmi ces êtres humains, il en est qui ne peuvent pas c'est ce que encore... Je disais justement que, bien évidemment, rien n'est parfait. Vous avez encore aussi des fois... Oui, bien évidemment, des personnes qui, malheureusement, déontologiquement, ne font pas correctement leur travail et qui, des fois, ont du mal à prendre en compte les victimes. Pensez-vous, pardonnez-moi de vous interrompre, pensez-vous que d'aucuns puissent rentrer dans la police ou l'armée, je ne sais pas, en disant, voilà, c'est un espace où je vais pouvoir très légitimement déployer... C'est justement, c'est qu'on le voit que quand on parle police, donc tout de suite... uniforme, symbole de puissance, abus de pouvoir. Donc, mais quand la police recrute, elle ne recrute pas en civil. Hein. En tout cas, les dépliants que l'on voit... On est quand même l'un d'une des institutions qui est la plus diverse de toutes les institutions quand même. Ça, par contre, je peux me le targuer de dire que nous faisons partie de l'une des institutions les plus qui piochent dans la diversité.
Et quand vous piochez dans la diversité, donc vous avez forcément des gens, comme le disait Arnaud tout à l'heure, qui ne pensent pas forcément comme vous. Mais quand vous mettez l'uniforme, vous mettez de côté vos opinions, vous mettez de côté vos manières d'être personnelles. Vous servez, on va dire, les personnes, peu importe leur religion, leur sexe, etc. Et il faut que vous soyez conditionnés comme ça. Et il est de notre devoir en tant qu'institution policière de pouvoir conditionner à comment on doit servir ces personnes, ces victimes et les protéger. Et non pas les juger ou émettre notre avis personnel. Nous ne faisons pas le procès de la police, il a bien fort à faire avec celui des hommes violents à l'endroit des femmes. Et nous allons bientôt arriver aux fins de cet échange. Abel Boyi, qu'est-ce que vous auriez vraiment, je me répète certainement, mais que dire aux hommes qui vous écoutent pour que les choses vraiment, de leur point de vue, puissent être tout autres, puisqu'on l'a dit et redit, c'est culturel, culturel au sens de la culture masculine, au-delà des origines. Qui a envie de renoncer à cette identité? Parce que là, c'est comme si on les emmenait dans une crise identitaire, faut le dire. Je pense qu'il faut savoir faire évoluer son identité. Et surtout, je dirais... Et donc se renier peut-être quelque part, c'est peut-être... Il n'y a pas besoin de se renier. Par exemple, on est là, moi je suis un Français afrodescendant. Je suis Français, mais je suis fier de mon afrodescendance. Et le fait d'être Français n'implique pas un reniement de mon afrodescendance. Que diriez-vous à ceux qui, justement, diraient c'est parce qu'il y a eu ce mélange-là qu'il a une toute autre manière de penser? Je dirais que c'est faux, puisque, comme on l'a vu pendant toute l'émission, il y a des femmes battues partout, il y a des hommes violents partout. Ce qu'il faut pour l'homme, la première chose, c'est arrêter d'assimiler la femme à un sexe faible. Cette expression aussi qui date depuis des siècles. Arrêter d'assimiler la femme à un objet de désir, à un objet qu'il faut dompter, qu'il faut impressionner. La femme, c'est notre égale. La femme, c'est notre partenaire. La femme, en plus, c'est notre mère, c'est notre sœur, c'est notre épouse, c'est elle qui porte la vie. Donc, c'est le changement de vision que l'homme doit avoir. Ce n'est pas un objet de convoitise, ce n'est pas un trophée. Abdoulaye Kanté. Oui, je suis d'accord avec Abel. Cette question d'égalité, est-ce que c'est accepté? On parle souvent d'égalité des chances, d'égalité d'accès aux droits pour les femmes comme pour les hommes, égalité d'accès aux droits filles-garçons. Est-ce que la notion d'égalité est apaisée à l'intérieur de ceux qui l'entendent et ne suscite-t-elle pas justement de la colère, de la frustration et de la revendication de qui on est, qui on n'est pas? Le souci, c'est que je pense qu'il y a encore cette problématique d'inégalité qui perdure. Et c'est ça, en fait, pour gommer les inégalités, je pense qu'il y a encore énormément de travail. Mais reconnaître qu'il y a des inégalités, c'est une forme de petite victoire. C'est-à-dire que quand on reconnaît qu'il y a une inégalité et qu'on se dit que par rapport à l'inégalité salariale, où effectivement certaines femmes, encore une fois, font peut-être le même job qu'un homme, mais gagnent peut-être 5 fois moins qu'un homme, donc c'est pas normal. Donc je pense aussi que l'homme aussi doit prendre conscience, se dire que une femme, comme l'a dit Abel, n'est pas un objet ou de frustration où on se dit tiens, à la fin de la journée, je vais m'énerver parce que ce que j'ai absorbé toute la journée, je vais me défouler sur la femme qui est censée être ce côté apaisant, qui est ce côté nous protéger ou peut-être justement régler nos problèmes qu'on a eus durant la journée. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas cette prise de conscience, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est bien beau d'avoir ces discours, ces spots où dire oui, nous sommes contre les violences, etc. Mais dans le quotidien de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire très sincèrement, c'est qu'il y a des violences conjugales pratiquement tous les jours. Et vous avez un voisin, vous avez quelqu'un qui va se mettre dans le coin de la porte et tout, qui va juste écouter. Et qui va dire qu'il ne se mêle pas de ceux qui ne le regardent. Exactement, qui ne va pas réagir. Et je pense que tant qu'on sera dans cette matrice-là, forcément, ce genre de personnes continueront. Donc, évidemment, je pense que même moi, en tant qu'homme, je pense que oui, il faut aussi cette forme de déconstruction, se dire que oui, à un moment donné, il faut voir autrement la femme et non pas la voir comme cet objet d'antan où on pouvait faire tout et n'importe quoi dessus. Nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de la fin, ladyvousécoute@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et vous exprimer sur ce sujet-là. Nous remonterons vos points de vue respectifs à nos invités qui ne manqueront pas d'en faire bon usage dans le cadre de leurs actions respectives. Saviez-vous que à cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, les Nations Unies ont une autre campagne qu'ils ont greffée de ce qui s'appelle Tous Unis. Dans l'idée que les hommes comme les femmes, chacun
doit pouvoir faire quelque chose contre ce fléau. Ça résonne en vous, Monsieur le Président de l'association? Oui, ça ressemble étrangement au nom de notre association. Oui. Mais j'aimerais dire un mot, les Nations Unies aussi devraient devenir exemplaires parce que quand on sait que dans certaines de leurs commissions, notamment aux droits des humains et aux droits des femmes, il y a certaines dictatures qui oppressent les femmes, ils devraient peut-être se regarder dans la glace plutôt que de donner des leçons qu'ils n'appliquent pas pour eux-mêmes. En effet, quand il y a des hommes et des femmes quelque part, ben, le préjudice, on le sait, il est souvent, malheureusement, pour les femmes, par des hommes. Exactement. Nous restons optimistes dans les Easy vous écoute. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous dans notre programme prochain. Merci Abdoulaye Kanté. Je rappelle que vous êtes policier, référent police et jeunesse au sein de l'association Tous Uniques. Et merci, Monsieur le Président de l'association Tous Uniques. Vous êtes éducateur. À bientôt.